Bonjour à toutes et à tous pour votre rendez-vous de l'immobilier. Comme toutes les 2 semaines, on se retrouve pour un Tout pour investir spécial immobilier en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions. On va tenter d'y répondre pendant cette demi-heure. On vous rappelle que pour les conseils patrimoniaux, vous pouvez suivre tous les jours sur BFM Business notre émission spéciale Tout pour investir du lundi au vendredi de 10h à 12h qui est présentée par Lorraine Goumeau. Et donc aujourd'hui, là, c'est un Tout pour investir spécial immobilier un peu particulier, toujours sur les réseaux sociaux, avec notre expert en immobilier Christopher Wangen, mais qui n'est pas avec nous. Et oui, parce qu'il est chez lui, mais à Bali. Et justement, Christopher Wangen va nous raconter comment ça se passe quand on investit à l'étranger, en particulier sur l'île indonésienne. Donc, posez vos questions en commentaire sur le live et il vous répondra. Bonjour Christopher, est-ce que tu peux... comment ça va aujourd'hui ? Jean-Louis, je ne sais pas si je te dis bonjour ou bonsoir, parce qu'il est 19h30 ici. Donc moi, je vais te dire bonsoir à la balinaise. Mais sinon, tout va bien. Bien arrivé à Bali depuis une semaine. Très content d'être de retour dans ma deuxième maison, donc tout va très bien. Fais-nous rêver un peu. Il fait quel temps ? Parce que nous, il pleut la moitié de la journée. Il doit faire à peu près 10 degrés. Toi, c'est combien là ? J'aimerais te faire rêver et te dire qu'il ne pleut pas, mais la saison des pluies a démarré juste quand je suis arrivé. Donc là, on va attaquer la saison des pluies. Mais bon, on reste entre 28 et 30-32 degrés. Et quand il pleut, c'est 1 ou 2 heures bien, en général la nuit ou le matin. C'est jamais bien méchant. Et puis même quand il pleut, vivre à Bali, c'est tellement agréable. Les gens sont tellement sympas que finalement, on oublie la pluie très vite. Alors, Christopher, tu nous as fait la surprise d'avoir un investisseur que tu connais bien, c'est Quentin Chapeau qui est avec toi. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Parce qu'il va aider aussi à répondre aux questions de nos internautes. Exactement. Alors Quentin, qui est juste ici à côté de moi, on ne le voit pas encore, mais on va le voir très bientôt. C'est un ami à moi qui vit à Bali depuis plusieurs années, qui a investi dans plusieurs maisons ici à Bali. Et exceptionnel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc comme on fêtait son anniversaire ce soir, je me suis dit, tiens, ça ne te dirait pas de parler sur BFM Business. En plus, tu as investi dans l'IMO ici. Comme il vit à l'année et qu'il est en contact, il gère lui-même ses propres projets. Donc il gère les travaux, le suivi des maisons, la location, etc. Il a un niveau technique en fait plus avancé que le mien. Donc il connaît des informations que moi je ne connais pas. Donc ça permettra de compléter et d'avoir deux versions différentes, parce qu'on n'a pas fait forcément les mêmes choses. Quentin a fait de la rénovation, moi j'ai fait de la construction. On a investi dans 2 villes différentes. Nous deux, on a investi près de 3 millions d'euros ici à Bali. Donc voilà, on a une expérience qui est différente. Donc je trouvais intéressant de présenter Quentin ce soir. En tout cas, on a beaucoup de questions d'internautes déjà. Alors avant de commencer, moi je ferais juste un petit disclaimer quand même. Quand on investit à l'étranger, c'est pas forcément le premier investissement à faire quand on débute. Parce que généralement, on dit que c'est quand même mieux de commencer un investissement locatif dans sa zone géographique ou à la rigueur en France un petit peu plus éloignée. Et puis au fur et à mesure, un petit peu se lancer dans d'autres, on va dire, projets un petit peu plus risqués. D'ailleurs, on l'a vu à Détroit, il y a eu des gens qui se sont fait un petit peu avoir avec des choses clés en main. Donc voilà, faites bien attention. Et justement, on est là pour ça, pour vous accompagner aussi, Christopher. C'est bien que tu démarres avec ça, Jean-Louis. J'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai démarré par un achat à Budapest. C'était pas forcément la meilleure chose à faire. Je l'ai fait parce que c'était une opportunité. Effectivement, acheter près de chez vous, en tout cas en France, pour démarrer. Déjà parce que c'est un peu plus compliqué, on va le voir, le niveau législatif, la fiscalité, le niveau de confiance qu'on peut avoir dans des prestataires à l'étranger, surtout dans des pays en voie de développement, c'est pas le même. Là, tu as parlé de Détroit et encore on est aux États-Unis. Moi, j'ai connu le Mexique, le Sénégal, Bali. On a tous entendu parler des projets de promotion en Thaïlande, notamment beaucoup en Thaïlande. Il y en a eu à Bali aussi à l'époque, avec des promoteurs véreux qui étaient partis avec l'argent. Donc, effectivement, il faut faire attention à ça. Maintenant, le premier avantage d'investir en France, ça reste quand même l'effet de levier grâce au crédit, qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Je pense que c'est bien de démarrer le live par ça, d'expliquer que faire un crédit à l'étranger, c'est très compliqué. Soit on a un bien immobilier en France qui est déjà payé, et dans ce cas-là, on va faire une hypothèque, et la banque va pouvoir hypothéquer le bien en France pour nous prêter à l'étranger. Soit on peut faire des crédits trésorerie, ça peut arriver, mais surtout avec des banques privées ou quand on est très bon client, c'est possible, j'ai déjà vu. Soit on va faire des nantissements de contrats, donc on va venir nantir son contrat d'assurance vie, son compte titre, etc. Et on va pouvoir aussi investir à l'étranger. Quand on investit dans des pays limitrophes comme l'Italie, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, on arrive à trouver des banques, notamment on a des banques portugaises en France comme la BCP, je pense à la Caixa et la BCP notamment, qui vont pouvoir vous prêter au Portugal, ou des banques frontalières suisses qui vont pouvoir vous prêter en Suisse parce qu'elles ont l'habitude.
Mais quand vous demandez un emprunt pour investir à Bali notamment, ne comptez pas dessus. Oui, alors c'était exactement la question de Pyrox qui nous disait à qui s'adresser pour avoir un prêt immobilier en investissement à l'étranger, à la banque en France, à une banque sur place. Enfin, bon, ça c'est vrai que c'est toujours la question. Donc il faut partir aussi du principe qu'on ne va pas forcément obtenir de prêt pour ce type de placement, justement parce que c'est plus risqué qu'un placement classique. La banque française ne saura pas comment prendre hypothèque sur un bien en Indonésie, d'une part. En plus, c'est un risque qu'elle ne maîtrise pas. En plus, elle n'a pas suffisamment de clients. Demain, on a 500 millions de Français qui veulent investir à Bali et qui ont demandé un prêt pour Bali. Peut-être qu'on aurait une banque qui fera une offre de financement spécifique, probablement avec un taux plus différent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a eu beaucoup de personnes qui ont voulu investir en Espagne, au Portugal, en Italie ou en Suisse. Donc, du coup, les banques ou en Belgique, par exemple, les banques se sont adaptées, frontalières. Pour Bali, en tout cas, on ne l'a pas. Et si vous consultez une banque locale, donc là, je vais ouvrir pas que à Bali, ça peut être dans d'autres pays, renseignez-vous sur la banque locale. En général, les pays que j'ai consultés, et j'en ai fait quelques-uns, soit la banque ne prête pas du tout à des étrangers, soit elle prête dans des conditions qui sont très chères. Ici, à Bali, je crois qu'on dépasse 10-12% peut-être de taux. En fait, il faut acheter un bien qui soit en pleine possession. On appelle ça un freehold à Bali. L'acheter avec une société indonésienne qu'on appelle une PMA. Et il faut que le bien ait 2 ans d'ancienneté en location déjà. Ça peut être intéressant. Tout à l'heure, Quentin interviendra et comme on ne peut pas switcher l'écran, il aura 10-15 minutes et tu pourras revenir là-dessus. Je pense que ça les intéresserait. Donc, et dans d'autres pays, pour des banques locales, je sais qu'au Mexique, banque locale finance très très rarement, sauf si vous avez déjà des biens au Mexique, donc c'est un peu plus compliqué. Alors on a une question un petit peu plus générale de Street Cred. Quels sont les bons conseils pour commencer à investir en dehors de l'Europe? Donc là, on va dire qu'on reprend les bases. Voilà, quand on est en dehors de l'Union européenne, on sait que c'est quand même plus simple au sein de l'UE. Voilà, par quoi on commence en fait? Ok, donc je vais partir très large pour la réponse à la question, pour que ça puisse s'adapter à n'importe quel pays. Et ensuite, je vais resserrer et expliquer pour quelles raisons est-ce que moi j'ai voulu investir à Bali. Et je pense que pour Quentin, ça sera les mêmes réponses aussi. Pour moi, la première chose qu'il faut regarder, c'est la stabilité du pays, que ce soit la stabilité politique, la stabilité de sa monnaie ou sa stabilité économique. Ça, c'est la première chose. Vous prenez un pays d'Amérique du Sud, je pense au Venezuela par exemple, ou l'Argentine. Alors l'Argentine qui a une monnaie très instable, ou le Venezuela qui a un système politique très instable aussi. C'est pas forcément des pays où je recommanderais d'investir. Donc ça, c'est pour moi les premières choses à regarder. Les deuxièmes, alors il n'y a pas forcément d'ordre, je les prends comme ça me vient. Deuxième chose que je regarderai, c'est le développement en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays ou de la ville? Pourquoi? Par exemple, je prends le cas de Bali. Bali, c'est un pays qui est très entrepreneur-friendly. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont installés ici. D'ailleurs, tout Bali, ou en tout cas les villes les plus connues comme Canggu, Seminyak, Ubud, c'est des villes qui se sont faites par des expatriés. Tous les restaurants, les bars, les activités que vous allez voir, ça a été fait par des expatriés. Donc, le gouvernement indonésien est quand même très libre là-dessus. La fiscalité est quand même assez douce. On a une fiscalité, un système qui est quand même assez stable aussi. Même si on est dans un pays qui est musulman, mis à part Bali, qui est quand même hindouiste en majorité, donc qui permet quand même beaucoup plus de choses. Le développement dans d'autres îles est plus compliqué, mais le gouvernement indonésien a permis quand même beaucoup de choses pour Bali. Donc tout ça, en fait, c'est des signaux qui montraient que Bali pouvait être intéressant. Ensuite, il y a la vie sur place. Moi, à chaque fois que je revenais, il y a quelque chose qui me frappait, c'est que quand je partais, pendant plusieurs années, j'ai vécu entre 4 mois et 6 mois à Bali. À chaque fois que je rentrais en France et que je revenais, je voyais des nouveaux restaurants, des nouveaux endroits, des routes qui avaient été refaites, des scooters qui étaient neufs. Ça, c'est le truc qui me choquait le plus. Le pouvoir d'achat des Indonésiens qui augmente. Le pouvoir d'achat des Indonésiens. Et en fait, comme on est dans un pays qui a assez peu d'argent, avec les Indonésiens, quand on est avec une population qui a assez peu d'argent, dès qu'elle en a, elle le dépense dans des choses qui se voient. C'est assez marrant, mais on le voit souvent. Donc elle va le dépenser dans un scooter, pas forcément dans la maison, mais dans des affaires, dans des habits. Et donc, à chaque fois, il y avait des scooters qui montaient en gamme, mais c'était en l'espace de 4 mois à 6 mois. Donc ça, c'était flagrant. Donc on voyait que c'était un pays qui était en train de s'enrichir. On voyait de plus en plus de concepts qui se créaient. Donc en fait, à force de vivre là-dedans, de remarquer et de voir en fait l'évolution, que ce soit de la population ou des activités ou des restaurants sur place, ça commence à donner des signaux. Et puis enfin, il y a le rendement des biens qu'on va trouver. Le rendement et la demande touristique qu'on va avoir. Si je reprends Bali, c'est une des destinations les plus connues touristiquement, qui est les plus demandées, qui a été beaucoup poussée par Instagram aussi, par les réseaux sociaux de manière générale. Je crois que c'est plus de 20 millions de touristes, si je ne dis pas de bêtises.
Je n'ai pas le chiffre, mais c'était plutôt 4. Ah, c'est 4? Alors, attends, je confonds avec autre chose. Non, je confonds avec une autre étude que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'avais 19,6 en tête, mais c'est pas celui-là. En tout cas, il y a énormément de touristes qui viennent à Bali et les rendements sont excellents. Les rendements sont excellents. En moyenne, on est, suivant les biens que vous allez faire et où, 12% jusqu'à plus de 25, 30%, voire même 40, 50%. On connaît des investisseurs qui font ces rendements aussi. Alors, qui dit rendement dit risque aussi, hein, bien évidemment, comme toujours. Il y a une autre question de Fago18. Alors, c'est assez large aussi. Alors là, on sait qu'on est plutôt focus sur Bali, mais est-ce qu'il y a un continent qui est plus avantageux qu'un autre pour investir, ou est-ce qu'en fait, faut peut-être plus regarder pays par pays, non? Je pense qu'il faut mieux regarder pays par pays. Par exemple, j'avais investi pendant un moment au Sénégal, en Afrique, parce que c'était un des pays qui était le plus stable économiquement, politiquement aussi. Donc j'avais choisi le Sénégal, par exemple. Tous les continents ont beaucoup d'avenir. Je pense que le continent africain est celui qui a le plus d'avenir et en plus en devenir. Le continent asiatique a encore beaucoup de choses à faire, notamment en Inde. Maintenant, je pense qu'il faut analyser pays par pays. En fait, il y a des opportunités de partout. Nous, en France, on est quand même assez... le marché est quand même assez flat, quoi, hein, même si là, il baisse plutôt en ce moment. Mais même les dernières années, on a eu en fait la progression qu'on a eu à faire. C'est dans les pays développement qu'il faut aller chercher ces progressions. Faire attention évidemment aux risques, à la sécurité, etc. Mais on a tout un tas de pays, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, qui se développent, qui demandent qu'à se développer. Vous avez des rendements qui sont incroyables, des potentiels de plus-value à 10 ans qui sont impensables. Alors chez nous, en France, en 10 ans... qu'est-ce qui va se passer, quoi? On va creuser un peu plus le déficit, mais on a l'effet bancaire. Pour moi, c'est un des seuls avantages à investir en France. Et on a la barrière de la langue et on est très protégé. On connaît quand même à peu près la législation. Alors, continuez à nous poser vos questions en commentaire. Comme ça, on y répond avec Christopher et aussi son invité Quentin Chapeau. Alors, on a une question de Too Fast For You. Quels sont les avantages, on va dire les principaux avantages et les principaux inconvénients de Bali sur l'immobilier? Je vais switcher sur Quentin, comme ça il va commencer à intervenir et à parler lui de son point de vue. Bonjour à tous. Pour les principaux avantages, le premier, je dirais que c'est un pays qui est très flexible. Donc déjà, c'est un pays où il est plus facile de construire. On n'a pas les mêmes délais qu'en France. Ici, quand on trouve un bien qui nous intéresse, un terrain ou une maison, on peut l'avoir la semaine suivante. On est chez le notaire, on signe, on paye, le terrain est à nous. En termes de permis de construire, c'est des procédures qui sont très légères. C'est-à-dire que souvent, on va commencer à construire et le permis va être demandé par la suite. Ensuite, c'est quelque chose aussi de flexible sur l'aspect. En France, on est très contraint au niveau de l'architecture. Ici, en Indonésie, c'est beaucoup plus libre. On fait presque ce qu'on veut. Sur la rénovation, oui. Sur la construction, il y a certaines règles qui sont très légères. Ensuite, c'est un marché qui est très liquide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de demandes et aussi d'offres sur Bali. Donc, si on a un bien duquel on veut se séparer, généralement, il n'est pas très compliqué de le revendre si le bien est bien situé et joli. Et ensuite, la fiscalité est plutôt légère. Pour vous donner des chiffres, alors on peut investir en tant que particulier ou en tant qu'entreprise en Indonésie, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. D'abord, on a 10% d'impôt sur le revenu brut, c'est ce qu'on appelle la taxe d'hospitalité. Et ensuite, si on est en tant que particulier étranger qui investit ici, il y a 30% de taxes sur le revenu net. Et si on est une entreprise, ce sera 0,5% du revenu brut. Puis ensuite, il y aura des impôts sur les dividendes. Donc si vous êtes étranger, c'est 30% sur les dividendes. Si vous êtes résident indonésien, c'est 10%. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Après, les inconvénients, c'est vrai que si on n'a pas un interlocuteur, un constructeur ici qui est expérimenté, ça peut être vite des maux de tête, puisque c'est assez compliqué de gérer une équipe indonésienne. Je l'ai fait moi-même pour mes maisons et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et on est peut-être moins protégé qu'en France. En France, il y a une garantie décennale, une garantie biennale, etc. Enfin, il y a pas mal de garanties quand on construit. Même les promoteurs sont obligés de s'assurer pour un chantier, pour en tout cas le terminer ou vous rembourser dans le pire des cas. Ça n'existe pas vraiment, ça, à Bali? Pas du tout. Pas du tout. Il y a certaines catégories de matériaux et produits en fait, qui sont garantis 1 an après la construction par le constructeur. Mais il n'y a pas de décennale et en cas de faillite ou de fuite du contracteur qu'on aurait trop payé en amont, il n'y a pas de garantie. Donc ça,
C'est un inconvénient, en effet. Après, je dirais que comme dans tout pays où on veut construire, je pense qu'il faut être sur place un moment quand même, juste pour au moins démarrer son projet et le suivre une ou deux fois durant la construction. C'est bien d'être sur place pour déjà bien comprendre le marché, bien comprendre comment ça fonctionne et être sûr d'avoir compris tous les paramètres. Et peut-être pouvoir suivre aussi un petit peu le chantier. Alors, il me semble qu'à Bali, hein, tu vas me dire si je me trompe, on dissocie généralement le foncier du bâti. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Généralement, en fait, on est propriétaire du mur, mais on loue, entre guillemets, le terrain, mais sur une longue période. En fait, il y a deux types de propriétés. Il y a ce que quasiment tout le monde fait, c'est ce qu'on appelle le leasehold. Donc, c'est ce modèle-là où en fait, on va louer la parcelle de terrain sur une période définie au propriétaire indonésien, qui peut être même un propriétaire d'une autre nationalité, s'il détient via une société. Et donc, on va être en fait responsable et propriétaire de ce qu'il y a sur cette parcelle pendant la période dans laquelle on l'a louée. Et il y a un deuxième modèle qui s'appelle le freehold. Là, on y a accès quand on crée une société en Indonésie, c'est très accessible. On appelle ça une PMA, la société. Et là, on peut acheter en pleine possession une parcelle de terrain ou une maison existante. Et comme en France, en fait, on va pouvoir la revendre en pleine possession par la suite. Y compris si on est français, y compris moi en tant que français, si je n'habite pas là-bas, j'ai pas de résidence sur place, c'est possible? Oui, voilà, en créant une société, la société peut détenir en freehold, donc en pleine possession, le terrain et ce qui est dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des investisseurs, ils achètent en leasehold sur 30 ans parce que ça revient moins cher. Un freehold, ça va équivaloir à 50 années de leasehold en termes de prix. D'accord. Autre question, c'est sur le cadre juridique. Hein. On le sait, quand, par exemple, il y avait eu des surprises en Grèce il y a quelques années parce que le cadastre était inexistant ou très mal fait. Est-ce qu'à Bali, là-dessus, est-ce que c'est assez sécurisé en termes de cadastre, voilà, que quelqu'un vous demande pas vous dise pas, en fait, non, c'est moi qui suis propriétaire 5 ans après avoir fait construire votre maison. Comment ça se passe là-dessus? Je suppose qu'il faut s'entourer d'un avocat spécialisé. Pas spécialement un avocat, mais en tout cas toujours passer par un acte notarial pour acheter un bien immobilier à Bali. Le notaire, il a pour devoir de faire ses recherches sur la parcelle des propriétaires, parce que souvent c'est une famille de propriétaires, c'est plusieurs propriétaires. Donc il faut l'accord de tous les membres de la famille pour vendre la parcelle de terrain. Et on a bien un cadastre numéroté, on a bien une zone aussi qui est avec une typologie, ça peut être tourisme, ça peut être agriculture par exemple. Et en fait, on a accès à tout ça et le notaire va valider toutes ces données et certifier en fait la parcelle. Question de MK23. Ça coûte combien à peu près de faire une maison? Alors bien sûr, hein, vous allez me dire, ça dépend de la taille de la maison, mais ça, grosso modo, c'est quoi le ticket d'entrée, hein? C'est-à-dire, c'est 30 000 euros, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Voilà, faut compter combien pour construire une maison une fois qu'on a déniché le terrain? Alors bien sûr, tout dépend de la surface du terrain et de la maison. À Canggu, donc c'est là où habitent la plupart des expatriés. Aujourd'hui, donc le prix du terrain a pris 50% depuis un an. On est passé d'à peu près 1 200 euros pour 100 mètres carrés de terrain par année à 1 800 voire 2 000 euros pour les terrains les plus chers pour 100 mètres carrés de terrain par année. Donc la plupart des maisons qui ont entre 3 et 4 chambres se construisent sur 300 mètres carrés de terrain, ce qui paraît petit pour chez nous. Ici, c'est la norme. Quand vous avez plus, c'est vraiment une belle parcelle. Donc, admettons 300 mètres carrés de terrain à aujourd'hui, 1 500 euros par chaque tranche de 100 mètres carrés, ça fait 4 500 euros par année. Vous la prenez sur 30 ans, ça vous fait un peu moins de 150 000 euros, 135 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est juste le terrain pour 30 ans, sachant que normalement, vous payez upfront, donc en amont, le terrain. Ensuite, quand vous allez construire une maison, les coûts de construction ont vachement augmenté récemment aussi à cause de l'inflation. Aujourd'hui, on va être au mètre carré entre 600 et 800 euros du mètre carré habitable à construire. Donc, admettons que vous fassiez une maison qui fasse 150 mètres carrés, ça vous fait 120 000 euros de plus. Donc, on est déjà à 255 000. Et il va falloir compter aussi un budget pour tout ce qui est intérieur à la maison, mobilier, équipement, etc. Et pour une maison 4 chambres, il faut compter 50 000 euros. Donc, on est autour des 305 000 euros si vous avez un constructeur local que vous gérez pour une maison 3-4 chambres à Canggu. Par contre, si vous passez par un constructeur qui est un expatrié, forcément, il va vous vendre la maison un peu plus cher, voire beaucoup plus cher, parce que une maison sur plan, avec 4 chambres sur 300 mètres carrés de terrain, un beau produit ici, sur plan, ça va se vendre entre 450 et 600 000 $. Et une fois la maison finie, on sera plutôt autour des 600 000, voire au-delà.
Donc finalement, on voit que c'est quand même pas si accessible. J'ai une question de Ratatak. Quel type de société faut-il monter pour investir dans l'immobilier à Bali? Quelle structure juridique? Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux détailler? Donc la société, alors à ma connaissance, il en existe une seule auquel on peut accéder en tant qu'expatrié, c'est ce qu'on appelle une PMA, une PT-PMA. C'est un type de société qui est très flexible, c'est l'équivalent de la SAS chez nous. Il faut être minimum 2 associés pour la créer, donc ça peut être 2 personnes physiques ou morales ou mix. Ça peut être par exemple vous en tant que particulier et une société que vous avez en France. Il n'y a pas de règles très contraignantes, ça coûte, suivant les agences, ça vous coûtera entre 1 500 et 3 000 euros pour créer cette société. La société, elle donne droit à un visa de résidence aux associés, enfin aux shareholders. Il faut avoir minimum 12% de société pour avoir le droit à un visa de résidence, on appelle ça un KITAS Investor. Et ce KITAS, il vous donne droit à être résident sur le territoire pendant 2 ans. Ça coûte à peu près 1 200 euros par personne pour 2 ans renouvelables. Et c'est assez flexible. Là, il faut savoir que c'est un type de société qui demande évidemment d'avoir un comptable. Le comptable va vous coûter environ 200 euros par mois, mais c'est les seuls frais. Et au niveau de la taxe, les PMA sont taxés, alors si on parle d'autre chose que de l'immobilier, mais les PMA sont taxés à 0,5% de leur chiffre d'affaires les 3 premières années, si elles ne dépassent pas 300 000 $ de chiffre d'affaires. Et si elle dépasse ce seuil, ou alors à partir de la 4e année, on passe à un impôt sur le bénéfice qui est par tranche, d'abord 11% jusqu'à 300 000 $ de chiffre d'affaires et après 22%. Et si vous faites de l'immobilier, il y a d'abord une première taxe, en fait, comme je disais, qui est de 10% sur le revenu brut que vous percevez des plateformes comme Booking ou Airbnb. Et après, vous avez votre impôt sur les sociétés et ensuite l'impôt sur les dividendes. Le schéma le plus intéressant, c'est de créer votre PMA, de garder votre argent en trésorerie de la société et de le réinvestir à Bali et continuer de le faire travailler. Oui, et pour avoir un compte bancaire, il faut d'abord avoir une société. Est-ce que c'est compliqué? On sait que dans certains pays, disposer d'un compte dans une banque, c'est pas toujours évident. Hein. C'était très accessible jusqu'à il y a 6 mois. Et là, l'État a durci la règle. Il faut maintenant résider plus de 3 mois d'affilée sur le territoire pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. À titre personnel, pour une société, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la société est créée, il est facile d'ouvrir un compte bancaire. Alors, j'ai une question de Jiraya. Continuez à poser vos questions, on y répond au fur et à mesure. Jiraya, puis-je être assuré par une société d'assurance française en cas d'investissement en Asie, et notamment à Bali? Est-ce que ça vous paraît jouable ou pas du tout? Alors moi, personnellement, je sais que pour les maisons que j'ai faites, on a une compagnie suisse qui nous a assurés. Moi, je suis passé par un promoteur, la différence par rapport à Quentin. Quentin, lui, gère ses maisons, il fait de la rénovation. Donc il négocie ses terrains, il va chercher ses deals et il les rénove. Moi, je suis passé par un promoteur français, donc j'ai fait des constructions avec ce promoteur, donc je m'en suis très peu occupé. Mais on est passé par une compagnie suisse. Il doit y avoir des compagnies françaises aussi, je ne sais pas si tu connais des noms qui assurent. Allianz, je ne sais pas si c'est pas français, mais c'est une interlocuteur française. Allianz, par exemple, on sait qu'ils assurent aussi. Donc voilà, vous pouvez consulter votre assureur et leur demander. Je reviens sur ce que disait Quentin sur les prix. Quentin a donné l'exemple de la ville de Canggu, c'est la ville où on vit, qui est la ville la plus cotée actuellement. Moi, j'ai investi sur Ubud qui est centrale sur l'île et qui est beaucoup plus rizière, temple, etc., qui est très touristique. Canggu, c'est beaucoup plus les expatriés qui vivent là. Là, l'exemple de maison qu'il a donné, c'est les prix, je pense, les plus hauts quasiment qu'on peut avoir sur Bali. J'ai un exemple d'un autre ami qui a investi dans un petit village au milieu de Bali pour 25 000 €. Il a acheté une petite maison qu'on appelle un joglo, c'est les petites maisons typiques balinaises, tout en bois. Je crois qu'il a 2 chambres dedans. Il en a acheté une autre pour 40 ou 45 000 €. Et il loue ça en courte durée dans un petit village. Donc on peut avoir des budgets beaucoup plus accessibles, mais pour ce type de budget, comptez pas sur un promoteur expatrié pour vous vendre le projet, c'est pas assez rentable pour eux. Par contre, si vous venez sur place, que vous vivez là, en plus vous parlez quelques mots indonésien, vous pouvez arriver à trouver excentré dans les villes, dans des petits villages un peu touristiques comme ça, des petits deals comme ça, vraiment pas cher. Et je sais que mon ami dégage plus de 40 ou 50% de rendement net sur un bien comme ça, ce qui est énorme. Alors, on a une question assez pointue de Pascalou, Pasc 4 Lou d'ailleurs. Quelle est la législation à Bali sur la succession? J'ai des enfants et je voudrais pouvoir me projeter en cas d'investissement. Voilà, si on a un certain âge, voilà, on peut vouloir aussi passer quelques jours là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de succession? Alors, bonne question. Je sais que pour certains pays, alors ça dépend du pays, hein, vous avez les réponses dans la convention fiscale. Ça, c'est un réflexe qu'il faut que vous preniez. À chaque fois que vous voulez vous poser la question de quelle est la fiscalité personnelle, immobilière, entrepreneur, enfin des entreprises ou de succession, vous consultez la convention fiscale entre les deux pays.
Je sais que par exemple à Budapest, il n'y a pas de droit enfin à Bali, en Hongrie, pardon, quand j'ai investi à Budapest à l'époque, il y avait des avocats français, franco-hongrois qui étaient spécialisés dans les successions, puisqu'en fait, si vous achetiez un bien en Hongrie, il n'y avait pas de droit à payer sur les donations aux successions. Vous avez des Français qui vendaient leur patrimoine en France, qui les achetaient en Hongrie pour préparer leur succession. Pour Bali, tu as des infos? Alors, je n'ai pas en détail pour l'immobilier. Ce que je crois savoir, c'est que ce que m'a dit mon comptable, c'est que les donations ne sont pas taxées. Donc, mettons que ce soit de résidents indonésiens, quand il y a une donation d'un parent à un enfant, il n'y a pas de taxe. Et quand on a une société où mettons qu'un des shareholders décède, c'est noté dans l'acte de l'entreprise à qui reviennent les parts du shareholder. Et là, je pense que c'est lié également à la convention avec l'État en question. Donc, c'est la France qui va définir la règle. En fait, il faut que vous vérifiez. En général, de ce que j'ai vu, c'est souvent dans le pays de détention du bien que vous êtes imposé pour les successions. Mais ça peut changer. Par exemple, sur les revenus locatifs, vous avez des pays qui imposent en local. Et la France va prendre la différence entre ce qu'elle aurait pris normalement et ce qu'a déjà pris le pays en local. Vous avez des pays où, par exemple, la plus-value, vous allez toujours la payer en général dans le pays au local. Vous vendez un bien en Indonésie, vous payez votre plus-value en Indonésie, jamais en France. Mais exceptionnellement, dans les Émirats Arabes Unis, pour Dubaï par exemple, un résident français qui achète un bien à Dubaï et qui le revend, la plus-value est imposée en France. Je crois que c'est une des seules conventions fiscales qui est faite comme ça. Donc il faut vraiment regarder la convention. Si vous arrivez à la lire, elle est quand même assez simple à lire, elle n'est pas très longue, vous avez des articles, c'est bien expliqué. Puis si jamais vous n'y arrivez pas, faites appel à un fiscaliste international et lui pourra, en fonction de votre situation, pouvoir répondre à cette question. Oui, tout à fait. Et de toute façon, ce qu'il faut rappeler, c'est que la fiscalité au niveau international, c'est très compliqué. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de tout ce qu'il y a autour du patrimoine de Johnny Hallyday, mais voilà. Mais le fisc prend aussi en compte où sont générés réellement les revenus de la personne par rapport à ses biens, etc. Et donc, ça peut avoir une incidence sur comment on fiscalise les choses à la succession. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux en parler à un spécialiste là-dessus. J'ai une question de Gudule 13. Je pense que ça, c'est plus pour toi, Christopher. Est-ce que tu as une idée du prochain Bali? Parce que peut-être qu'on a raté, entre guillemets, le coche avec Bali. Ça y est, c'est déjà trop coté, trop connu, trop développé. Où est-ce que toi, tu miserais sur le prochain Bali? Alors, je pense pas que ce soit encore trop coté et trop... alors oui, les prix ont quand même beaucoup monté, mais ça dépend des endroits. Je pense que ça dépend des endroits, mais pour moi, il y a encore pas mal de choses à faire à Bali parce qu'il y a encore beaucoup de touristes qui viennent, il y a encore beaucoup d'attraits. Donc, moi, je continue à faire des projets ici à Bali et c'est mes investissements qui me rapportent le plus de tous mes investissements. Maintenant, le prochain comme ça, en fait, comme je voyage, je suis plus à Bali, au Mexique en ce moment, je découvre peu de nouveaux endroits. Mais pour moi, alors je sais que l'Inde subit une crise immobilière, une petite crise immobilière aujourd'hui, comme beaucoup, que ce soit pour la Chine ou d'autres pays aussi. Tout le monde a un peu subi l'inflation et le post-Covid. Mais un pays comme l'Inde, par exemple, va, à mon avis, cartonner en termes d'immobilier. Je pense que vous avez quelques pays d'Asie du Sud-Est que je ne connaîtrais pas comme ça. Je ne saurais pas en donner, je ne sais pas si toi tu as des idées. Il y avait Sergio qui se développait beaucoup, il me semble que c'est... Alors le Costa Rica. Je pense au Costa Rica, j'ai des amis qui ont investi là-bas. Je sais que ça devient de plus en plus coté, il y a de plus en plus de touristes qui viennent. Problématique par contre, j'en discutais avec mon fiscaliste international récemment, il n'y a pas de convention fiscale de non-double imposition entre le Costa Rica et la France, ce qui veut dire que si vous investissez dans un bien au Costa Rica, que vous le louez là-bas, vous allez être imposé et au Costa Rica et en France. Ce qui peut enlever l'intérêt d'investir au Costa Rica. Mais je pense que c'est un endroit qui se développe beaucoup aussi. Et non, j'ai pas de nouvelles idées, mais le jour où j'en ai, les personnes sur mes réseaux sociaux seront les premiers informés. Alors j'ai une dernière question merci à tous de nous poser vos questions. Fago18, est-ce qu'il est pertinent, ça c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il est pertinent de prendre la nationalité du pays dans lequel on investit? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est une bonne idée? Ou finalement, pas tellement? Quentin me dit en Indonésie, non. Alors pour le coup, il y a tellement d'expatriés qui achètent ici et je connais personne qui a pris la nationalité indonésienne. Le vrai inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir la double nationalité quand on est indonésien. Donc c'est-à-dire qu'on va renoncer à la nationalité française si on prend l'indonésienne. Et pour d'autres pays, j'en vois pas l'intérêt. Alors ça doit dépendre du pays, mais en tout cas, tous les investisseurs que je connais dans certains pays, je pense que j'ai dû entendre parler d'une vingtaine, trentaine de pays en investissement. Jamais quelqu'un m'a dit avoir pris la nationalité pour investir dans le pays. Mais il doit y avoir forcément des pays dans lesquels c'est obligatoire si on veut investir. Il y a quand même beaucoup de pays qui protègent les étrangers, enfin qui protègent leur population.
des investisseurs étrangers. Hein. Il y a quand même beaucoup de pays, dans quasiment toute l'Asie du Sud-Est, vous êtes sur du leasing. Je crois qu'en Australie, vous êtes sur du leasing aussi. Il y a des pays dans lesquels un étranger ne peut même pas investir non plus. Donc il y a quand même pas mal de pays où investir en tant qu'étranger, c'est compliqué. Oui, le foncier est souvent gardé par le pays, entre guillemets, ou en tout cas, il préfère que ce soit conservé par des locaux. Eh ben, merci à tous pour vos questions. Merci Christopher. Merci Quentin. On se retrouve dans 2 semaines et on vous souhaite de bons investissements immobiliers d'ici là. Merci Jean-Louis, bonne journée tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt, au revoir.